Après 24 heures de cavale, le détenu qui s'était évadé grâce à un commando a été arrêté hier à La Rochelle lors d'un simple contrôle d'identité. Un samedi classé rouge sur la route des vacances, moins de circulation que prévu grâce à l'étalement des retours, tout de même de gros points noirs et un ciel menaçant. Symbole de la lutte des sans-papiers, ce 6e anniversaire de l'évacuation de l'église Saint-Bernard, l'occasion pour plusieurs centaines d'entre eux de manifester. Et puis à quelques jours de la rentrée, la course aux cartables et aux fournitures scolaires. Les produits de marque ont toujours la vedette, c'est souvent les enfants qui choisissent. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, fin de cavale pour Ibrahim Diallo qui s'était évadé jeudi aidé par 3 complices lors de l'attaque du fourgon de la gendarmerie qui le transférait à la maison d'arrêt d'Angoulême. C'est un banal contrôle d'identité à La Rochelle qui a permis aux policiers de mettre la main sur le détenu en fuite. Reportage Sophie Néni, Stéphane Alérang. Précédé de 3 motards, escorté par plusieurs voitures de la gendarmerie, Ibrahim Diallo est arrivé à 17 h à bord de cette fourgonnette pour être entendu par le procureur de la République. Peu de temps après, il était suivi par les 2 complices de son évasion. Sur les 3 hommes qui ont participé au commando, un seul est encore recherché. La cavale d'Ibrahim Diallo a pris fin hier à 16h50 dans ce parc du centre-ville de La Rochelle après une interpellation musclée au dire du commissaire de police. Quand les policiers ont essayé de le maintenir, il s'est rebellé en les poussant. Et, ils ont réussi finalement à lui passer une menotte. Il a réussi encore une seconde fois à prendre la fuite. Il a fallu qu'il le poursuive une nouvelle fois dans les parcs. Et les policiers ont été blessés notamment aux mains et au dos. L'enquête continue. Elle est désormais entièrement entre les mains du procureur, seul habilité à parler dans cette affaire. En ce moment même, Ibrahim Diallo et ses 2 complices, probablement ses 2 frères, sont toujours entendus par le procureur de la République dans ce palais de justice. Ce soir, les enquêteurs se posent toujours la même question. Comment, de sa prison, Ibrahim Diallo a-t-il pu organiser son évasion ? En Moselle, une semaine après la mort de 3 adolescents tués par un chauffard, une marche silencieuse réunissait cet après-midi près de 3000 personnes. Au-delà de l'émotion, la mobilisation de toute une population pour dénoncer la folie meurtrière sur les routes. Sur place, Christine Boss et Sylvain Gauthier. C'est dans un silence impressionnant que les habitants de Talange ont rendu un ultime hommage à Anthony, Julien et Fanny. Soudés par la douleur, unis par la colère, ils étaient 3000 cet après-midi à emprunter la route principale de la commune, sorte de pèlerinage, jusqu'à l'endroit exact de l'accident, là où la vie de 3 adolescents a été fauchée par un chauffard, à peine plus âgé qu'eux. J'émets le vœu que leur tragique disparition fasse que se développe la prise de conscience collective sur le nécessaire respect des règles, le nécessaire respect de la vie. Douleur et recueillement face à l'inacceptable, symbolisé par une stèle en l'hommage des 3 jeunes victimes, un hommage qui a rassemblé amis, parents et anonymes. Une grande solidarité, évidemment, quand des accidents comme ça arrivent, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Je suis père, je suis grand-père, imaginez un peu. Ça pourrait être les miens et c'est vrai que c'est touchant. Et je crois que je m'engage aussi à rouler moins vite. Pour les associations, ces accidents ne relèvent pas de la fatalité. Elles réclament plus de sévérité pour les chauffards. Permis probatoire pour les jeunes, c'est absolument essentiel. Un jeune qui fait une bêtise dans les 2 ans qui suit son permis, c'est 3 ans de suspension de permis, point. Et puis il aura compris. En attendant, Talange pleure ses enfants, devenus en une semaine le symbole des victimes de la violence routière. La journée était annoncée rouge sur les routes, mais l'étalement des retours fait désormais mentir bison futé, une circulation moins dense que prévu. Des difficultés bien sûr, notamment du côté de la vallée du Rhône, et un ciel d'orage par moment qui n'a pas facilité la conduite. Laurent dit, Jean-Claude Martin. Aujourd'hui, sur l'autoroute du Soleil, c'était orange dans les 2 sens. Avec des pointes à 5000 véhicules par heure, le trafic est resté très dense toute la journée. Une circulation importante, mais finalement pas trop de grosses difficultés. À la mi-journée, on comptait seulement 80 km de bouchons dans la vallée du Rhône. Une situation qui ne surprend pas au PC des autoroutes du sud de la France.
Dans le sens des retours, de toute façon, ça se passe toujours mieux. C'est-à-dire que les départs sont toujours focalisés généralement sur quelques heures, tandis que les retours, traditionnellement, nous le savons, les gens sont un petit peu plus détendus, prennent le temps, donc ils les étalent entre le vendredi, le samedi, voire encore le dimanche dans la journée. Pour ceux qui rentrent et qui circulent dans le sens sud-nord, c'est donc une chance. Alain a quitté Draguignan ce matin, il remonte dans le Loiret et s'étonne presque de la fluidité du trafic. Je pensais un peu pire que ça, hein. Mais là, jusqu'à maintenant, ça a été bon. On s'emballe en patience, c'est tout. Mais enfin, on est très bien informé par la radio et c'est superbe. Effet pervers, du coup, sur les aires d'autoroute, on trouve des gens un peu perdus. On a essayé de prendre la nationale pour avoir moins de monde, mais c'est pas plus reposant que les bouchons, en fait. Donc on vient de récupérer l'autoroute. À 18 h, le Centre régional d'information routière de Lyon indiquait qu'il ne restait plus que 14 km de bouchons, mais précisait que la circulation resterait soutenue jusque dans la soirée. Du côté de Bordeaux, ce ralentissement sur l'autoroute A10 en Gironde, images de déjà-vu. Cette fois-ci, la circulation se faisait au compte-gouttes au péage de Virsac. Et puis toujours en Gironde, cet accident de train qui s'est produit près de la gare de Quérac. 2 personnes âgées ont été tuées lors de la collision d'un train avec une voiture à un passage à niveau. Du mauvais temps, il en est prévu notamment dans le sud-est avec ce bulletin d'alerte aux orages à partir de ce soir et pour 24 heures. Météo France évoque dans l'Aude, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse des risques de chute de grêle et de rafales de vent. Vague de départ aujourd'hui sur la Côte d'Azur, un air de fin de vacances. Ces dernières heures, on ferme les bagages, on plie les tentes, mais on garde les maillots de bain pour un dernier plongeon, comme dans ces campings des Alpes-Maritimes. Olivier Théron, Virgile Liado. Le premier bouchon, c'est ici, au péage d'Antibes. Et la direction de toutes ces voitures, c'est forcément le nord. Là, on rentre sur Paris. Et qu'est-ce que ça vous fait de partir de la Côte d'Azur? C'est dur. Depuis ce matin, c'est le branle-bas de combat dans les campings. L'armée hétéroclite des vacanciers lève le camp. Partout dans les allées, on plie, on range, on fait ses valises. Ce ne sont déjà plus les vacances, une transition simplement avant la reprise. Pas vraiment souhaitée, mais déjà en tête. C'est quand même un travail assez long, donc on s'est levé de bonne heure. Et puis voilà, on a au moins pour 3 heures de préparation, voire 4 heures, le temps de tout préparer, toujours bien ranger la voiture. 72 des 80 mobil-hommes de ce camping 3 étoiles se sont vidés avant midi. Vous êtes resté combien de temps? 3 semaines. Ah, 3 semaines quand même. Qu'ils viennent de Lille, de Gascogne ou même de Milan, la rentrée approche. C'est toute une catégorie de touristes qui quittent la Côte d'Azur, mais la saison est loin d'être finie. Le camping se vide effectivement, mais nous attendons beaucoup de clients pour ce week-end. La saison n'est pas finie. Je pense qu'elle se finira lorsqu'il y aura un premier gros oracle. C'est le début du retour pour ces Lillois. Tout est prêt pour les 15 heures de route. Juste un dernier au revoir. Un petit dernier coucou à la mer. Mais eux, ils sont fous avec ça. Eux, on a été faire un bain de minuit hier soir sur Juan-les-Pins. 1 heure, ils sont restés dans l'eau, ils voulaient plus bouger. Alors, du coup, ce matin, on s'est dit on va aller faire un petit plongeon ici avant de partir. Un plongeon comme un dernier souvenir. Une gorgée d'été avant les bouchons, le mauvais temps sur la route et l'arrivée nuageuse à Lille. La rentrée scolaire est là ou presque. Parents et enfants sillonnent les rayons de fournitures scolaires et c'est la course au cartable. En un demi-siècle, l'exercice n'a pas changé, mais c'est le matériel qui s'est drôlement amélioré. Elisabeth Esley, Alexandre de Kitt. Des nouveautés dans le cartable. Le taille-crayon en forme de pompe à essence. La règle qui fait elle-même les multiplications. Et sur les cahiers, l'apparition des marques. En 50 ans, elles ont proliféré. Du CP au lycée, aujourd'hui, on ne jure que par elles. Et les cartables anonymes n'intéressent plus grand monde. Oui, il me paraît bien. Je voudrais prendre un cartable qui pourra servir pour la 6e et pour la 5e. Un cartable costaud. C'est l'argument pour convaincre les parents, et beaucoup se laissent faire. Ces 3 frères et sœurs n'ont choisi que des marques. Pour les 3 cartables, le papa va débourser 90 €. Vous avez un budget assez large quand même. On travaille à 2, donc s'il faut remettre derrière, on remet derrière. Avec ou sans marque, cette maman s'intéresse avant tout à la qualité. Pour moi, l'argument, c'est déjà qu'il ne soit pas trop lourd, vide, pour que ce soit pratique.
le côté imperméable, parce que quand ils partent le matin sous la pluie, voilà, et puis bien sûr les renforts, mais bon, c'est tout. Et tant qu'à faire qu'ils soient beaux et pas chers. Aujourd'hui, je pense que les parents veulent une sécurité pour l'enfant. On sait très bien que les livres sont de plus en plus lourds, les classeurs sont de plus en plus grands, et il y a eu un engouement qui a été très très fort pour le cartable à roulettes cette année. C'est la rupture de stock. À 10 jours de la rentrée, on ne trouve plus un seul cartable à roulettes dans le magasin. Dure épreuve la rentrée pour les commerçants, les parents, les enfants. On a vite oublié le temps où les cartables n'étaient ni à bretelles, ni synthétiques, ni ergonomiques. Symbole de la lutte des sans-papiers, l'église Saint-Bernard à Paris, évacuée il y a tout juste 6 ans aujourd'hui. En guise de commémoration, manifestation cet après-midi de quelques 3000 sans-papiers partis de la place de la République. Différents mouvements de gauche soutenaient cette marche, composée notamment de sans-papiers du collectif de Saint-Denis. Parmi ces hommes et ces femmes qui n'ont aucun titre de séjour, bon nombre d'Algériens qui ont défilé derrière une banderole. L'exemple de Rachida qui a demandé l'asile territorial parce que victime de persécution. Pour cette ancienne institutrice et juriste, la France est sa terre d'accueil. Reportage Gaël Chauvin, Jacques Gérard. Un simple numéro, mais déjà la reconnaissance et l'accès à une aide pour la majorité de ces femmes et de ces hommes qui ne comprennent pas le français. Rachida, elle aussi, est sans papier, mais dans le labyrinthe légal français, elle sait s'y retrouver. Je suis juriste, je vais quand même donner un coup de main pour les sans-papiers parce qu'on vit à peu près quand même le même cauchemar, quoi. On peut dire que c'est un cauchemar aussi. Hein. Le cauchemar pour elle, il a commencé en Algérie, avec la violence terroriste et la persécution des femmes de savoir. En France, l'enfer se poursuit quand la juriste se penche sur le droit des étrangers pour découvrir qu'elle n'a pas d'existence légale. Pour des gens qui ont, par exemple, des conjoints français. Donc, moi, non. Moi, je suis pas de conjoint, je suis célibataire. Pour des enfants français, le père ou la mère ont le droit aussi d'être régularisés. Moi, ça ne me correspond pas aussi, ce n'est pas mon cas. Donc, je n'arrive pas à trouver un cas qui me correspond. Il faut dire que le cas de Rachida n'est pas celui de la majorité. Arrivée il y a 8 mois, elle a pu être accueillie par sa sœur. Sans salaire, elle survit dans cette cité de Bobigny. Une situation intenable pour cette femme indépendante. Quand je vois des personnes qui vont travailler, je les envie. Très franchement, je les envie. Bon, alors, ils gagnent leur maison le soir, elles sont tranquilles. Moi, je me dis, ben, grand-duc, qu'est-ce que je fais là? Je ne travaille pas, je ne participe pas, je n'existe pas, je ne fais rien. Rien, si ce n'est se préparer pour le jour où, une fois régularisée, elle pourra plaider pour tous les autres réfugiés. En Grande-Bretagne, les footballeurs de Chelsea et de Manchester United ont observé une minute de silence à la mémoire des 2 petites filles assassinées. À cet hommage s'ajoute le recueillement de nombreux fidèles venus de toute la région d'où étaient originaires Holly et Jessica. Correspondance Bernard Lebrun. Une ville coupée du monde, submergée par l'émotion. 9000 habitants tentent de surpasser l'horreur sous un océan de fleurs et de larmes. Exceptionnellement, ce samedi, une seule caméra pour tout le monde a tourné ces images, forcément silencieuses. L'hommage des enfants, des copains de classe qui dans 8 jours vont retrouver l'école est le plus bouleversant. Pour les adultes, pas facile de trouver les mots. Mais l'élan solidaire est là. L'hommage de tout un pays est manifeste. Hier soir, sur cette terre du football, tous les matchs ont commencé ainsi. Par une dramatique minute de silence, y compris et surtout à Londres, où le club de Chelsea recevait Manchester United et son capitaine, David Beckham, le héros de Holly et Jessica. Cette photo, prise le 4 août, jour de la disparition, hante les Britanniques. Les tabloïds et les supermarchés s'étaient associés aujourd'hui pour qu'à 15 h, la vie s'arrête et que chacun pense encore aux fillettes. Hier, c'est officiellement ouvert entre procureurs, policiers et médecins à l'enquête criminelle. Première certitude, Jessica et Holly n'ont pas été tuées là où elles ont été trouvées. Selon le médecin légiste sur place, les 2 corps étaient sévèrement décomposés et partiellement à l'état de squelette, au fond d'un fossé. On n'en saura pas plus. Dimanche prochain, dans cette cathédrale, près de Soham, se déroulera un nouvel hommage religieux pour les 2 enfants martyrs.
Dans la Somme, on en sait davantage sur l'emploi du temps de la jeune Christelle. Quelques heures avant le meurtre, l'enquête se poursuit sans définir de lien direct, mais certaines similitudes avec l'assassinat de 2 autres jeunes femmes dans la région. La douleur des familles, une détresse partagée. Reportage Anne Mourgue, Dominique Mas. Depuis le meurtre de sa fille, Chantal ne sort plus de chez elle. Elle aimerait comprendre, savoir qui a tué Christelle, pourquoi. Les gendarmes n'ont pour l'instant aucune piste. Elle, c'est juste que depuis quelque temps, Christelle avait beaucoup changé. Elle était agressive, elle n'était pas bien du tout dans sa peau, elle n'était pas bien. C'était plus ma Christelle. Elle ne savait pas d'où qu'elle était, de la tête, elle ne savait plus d'où qu'elle était. Depuis 1 an, Christelle était placée dans un foyer. Sa mère l'a vue pour la dernière fois quelques jours avant sa disparition. Une fois, elle est venue manger chez moi, maman, j'ai faim. Bon, ben, j'ai donné à manger, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'ai donné à manger à ma fille. Et après, j'ai dit, reste avec maman. Elle m'a dit, non, je m'en vais. Je dis, surtout, tu retournes chez ton père. Elle m'a dit, non, non, moi je m'en vais au centre-ville. Voilà, c'est tout. Et après, je l'ai plus revu. Le meurtre de Christelle est le 3e en quelques mois. En juillet, c'est Patricia qui était assassinée. En janvier, Élodie, la fille de Jackie Kulik. 3 jeunes filles qui se promenaient seules, tuées dans le même secteur. Aujourd'hui encore, le père d'Élodie attend l'arrestation des assassins. J'espère surtout qu'on les trouve, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y en ait une 4e. J'espère surtout qu'on les trouve au plus vite. Et puis, moi, personnellement, pour moi, j'attends plus rien, je vous l'ai dit. Cet après-midi, il s'est rendu au chevet de sa femme, dans le coma à l'hôpital. Accablé par la disparition d'Élodie, son épouse a tenté récemment de mettre fin à ses jours. Il rêve du moment où il pourra enfin lui annoncer que les meurtriers ne sont plus en liberté. Alors que le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, rencontrait en milieu de semaine bon nombre de représentants des rêves partis, se déroulera ce soir dans le petit village de Tréogane la première Free Party déclarée. En vertu des mesures décidées par les pouvoirs publics, les organisateurs doivent respecter un certain nombre de règles sanitaires et avoir l'autorisation de la préfecture. On attend au moins 2000 personnes. Le maire de la petite commune de 119 habitants a prêté un de ses champs, ce qui n'a pas été du goût de certains agriculteurs qui ont tagué la mairie. Au chapitre médical, à la grogne des médecins s'ajoute désormais celle des grands patrons, directeurs des CHU, le fleuron ou l'élite des établissements hospitaliers français. Une fois encore est dénoncé le manque de moyens, mais cette fois-ci, c'est la vétusté des locaux qui est mise en cause. Le nouveau ministre de la Santé avait reconnu lui-même il y a un mois que les hôpitaux avaient atteint un seuil préoccupant. Reportage Claudine Gilbert, Vincent Kellner. Cet hôpital parisien a fermé ses portes. Trop vétuste et trop cher à rénover. Pour remettre en l'état les 31 centres hospitaliers universitaires en fonctionnement, il faudrait 6 milliards d'euros. C'est ce que réclame leur directeur. Ils dénoncent un taux de vétusté proche de 45%. Rien d'étonnant, plus de 80% des hôpitaux universitaires ont été construits il y a plus de 20 ans. Depuis, on a surtout investi dans les équipements médicaux et dans la mise aux normes des installations, sans compter l'augmentation des dépenses de fonctionnement. À la fin de l'année, le déficit cumulé des CHU devrait atteindre 300 millions d'euros pour un budget de 12 milliards. Dans l'ensemble des hôpitaux publics, le déficit pourrait s'élever à 1,5 milliard. Le ministère de la Santé a déjà débloqué 300 millions d'euros et annoncé un plan quinquennal d'investissement. Les directeurs de CHU, eux, préconisent de tripler les investissements immobiliers. La seule façon, selon eux, de parer au délabrement du fleuron de l'hospitalisation française. L'arrivée en Polynésie de la ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, était l'occasion pour un millier d'anciens travailleurs des sites nucléaires de Mururoa de lui remettre une pétition pour l'ouverture de leurs dossiers médicaux. Ils réclament que l'État reconnaisse officiellement la dangerosité potentielle de ces essais sur la santé. Selon une étude récente, le taux de cancer est largement supérieur à la normale. Sophie Rodier, Philippe Vivet. Au beau milieu de nulle part, perdus, 2 atolls de rêve, Mururoa et Fangatofa dans l'océan Pacifique. Ici, les militaires français ont testé la force de dissuasion à 18 000 km de Paris. 181 tirs en 30 ans, dont 41 en atmosphère libre.
Theo Benroth a participé au tir atmosphérique d'août 68, le plus puissant jamais réalisé par la France. Aujourd'hui, il est convaincu que sa leucémie est due à son exposition aux radiations. On est monté sur le bateau, on nous a donné des lunettes. Ceux qui avaient des lunettes pouvaient regarder, ceux qui n'avaient pas de lunettes, ils devaient se tourner le dos au moment du tir. On nous a expliqué que ça ferait un effet flash. Et puis bon, voilà, on a vu le tir, quoi. On nous a dit qu'il fallait faire attention, mais bon, sans plus, on nous disait que c'était pas grave, que l'endroit où on était n'était pas contaminé, qu'on risquait rien, on n'était pas dans des zones contaminées. Les médecins de Theo Benroth estiment que sa maladie est bien liée à sa participation aux essais nucléaires, mais ils n'ont pas de preuves. Pourtant, selon ce chercheur, les vétérans ont 2 fois plus de cancer que la population française. Près de 90% des vétérans se plaignent d'une pathologie, une ou plusieurs pathologies. Là-dessus, il y a 28 et quelques pourcents qui ont présenté un cancer, et dont près de la moitié sont déjà décédés. Pour le moment, ce n'est pas possible d'établir un lien scientifique de cause à effet. Il ne peut y avoir qu'une présomption d'origine. Pour avoir des certitudes, Theo Benroth et les autres réclament l'ouverture de leurs dossiers médicaux. En 30 ans, 80 000 personnes ont participé aux essais nucléaires français. Avant même la rentrée du gouvernement, le débat sur la baisse des impôts agite la classe politique. La polémique est partie des troupes même de la majorité. C'est Pierre Méhaignery, président UMP de la Commission des Finances, qui a allumé la mèche en suggérant que les baisses d'impôts soient reportées en 2004 ou 2005, vu la conjoncture. Déclaration contredite par d'autres ténors de la droite. Hélène Hugues, Christophe Larocca. Pour 2002, la baisse des impôts est acquise, moins 5%. Mais pour 2003, rien n'est fait. Les perspectives de croissance ne sont guère optimistes et le président de la Commission des Finances à l'Assemblée en appelle à la sincérité budgétaire. Pierre Méhaignery estime qu'une pause est nécessaire. Construire le budget 2003 sur une croissance de 3% me paraît un peu excessif. La baisse de l'impôt sur le revenu peut bien attendre 2004 ou 2005. Pour Pierre Méhaignery, un coup de pouce aux plus démunis serait préférable en baissant notamment les charges sur les bas salaires. Une prise de position largement rejetée dans les rangs de l'UMP. Pour Édouard Balladur ou Patrick Ollier, la baisse des impôts doit se poursuivre, tout comme pour l'ancien secrétaire d'État au budget, le libéral François Daubert. On a l'impression que c'est jamais le moment, c'est jamais le bon moment pour baisser les impôts. Or aujourd'hui, c'est indispensable, à la fois parce que c'est un engagement du président de la République et de l'actuelle majorité, mais en même temps parce que c'est une nécessité économique. On est dans un petit creux de croissance et si on veut doper la croissance, redonner de la croissance à la France, eh bien, il faut baisser les impôts. Argument économique autant que politique. Renoncer à la baisse de l'impôt en 2003, ce serait revenir sur une promesse électorale du candidat Chirac. Promesse confirmée par Jean-Pierre Raffarin au milieu de l'été. Là encore, cette initiative importante qui a tout son poids dans notre effort financier sera poursuivie dans les années qui viennent, tel que le président de la République l'a défini dans ses engagements. Le débat sur les impôts est tout juste lancé au sein de la majorité. Premiers éléments de réponse d'ici 3 semaines avec la présentation en Conseil des ministres du projet de budget 2003. À New York, l'arrivée hier de Nicolas Sarkozy, une visite privée agrémentée pourtant de réunions de travail, un entretien avec l'ancien maire de New York et au programme une patrouille de nuit sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur s'intéresse au cas de Manhattan nettoyé par Rudolph Giuliani. Sur place, Pascal Golomer. Si Nicolas Sarkozy rencontre l'ancien maire de New York dans ses bureaux d'homme d'affaires à Manhattan, ce n'est pas par simple courtoisie. Il voulait écouter celui qui pendant 8 ans a fait de la lutte contre la criminalité son credo. Alors il a pris rendez-vous et Rudy Giuliani lui a répété ses recettes durant 1h30. Il ne s'agit pas de copier, il ne s'agit pas de comparer parce que comparaison ne veut pas dire raison. Il s'agit simplement d'enrichir sa propre expérience, de rencontrer des hommes et des femmes qui ont été confrontés aux mêmes difficultés que nous. Et Rudy Giuliani de se féliciter que New York soit désormais cité en modèle à travers le monde, y compris en France. Avec un symbole, Times Square bien sûr, lieu malfamé il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui fréquenté par les touristes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La police patrouille, omniprésente, 40 000 agents à travers la ville, bien payés grâce aux heures supplémentaires. Cela coûte très cher à la ville, mais les résultats sont là.
Depuis 1993, la criminalité est en baisse, même dans les quartiers jusqu'alors sensibles. Moins 60% en moyenne pour les crimes et les cambriolages. Les statistiques, Rudy Giuliani en a fait d'ailleurs son arme fatale. Elles sont publiées chaque semaine, commissariat par commissariat. Et la police ajuste ses méthodes en fonction des priorités. Méthode parfois brutale, les bavures se sont multipliées ces dernières années. Et les agents sont souvent accusés de racisme. Mais Rudy Giuliani les a toujours défendus, quel qu'en soit le prix politique. Quelle leçon retiendra Nicolas Sarkozy de ses 8 années d'action? Il n'a pas voulu pour l'instant en dire davantage sur ses intentions. Toujours aux États-Unis, la découverte de cet invraisemblable arsenal des armes de guerre collectées par un médecin qui avait en projet de les utiliser contre un centre islamique. Thierry Tuilier. C'est un coup de fil de sa femme à la police qui a précipité sa perte. Robert Goldstein a été interpellé à son domicile en Floride et ce qui a été découvert chez ce pédicure n'a rien à voir avec l'exercice de son métier. On a trouvé, dit ce policier, des modes d'emploi pour fabriquer des bombes artisanales aussi, et puis 30 à 40 armes. Et ce n'est pas tout. Avec l'arsenal, Robert Goldstein a été arrêté en possession d'une liste de centres islamiques et de mosquées de la région. Cela fait 21 ans que je suis policier, dit cet homme, et je n'ai jamais vu ça. La justice dira si le docteur Goldstein nourrissait réellement des projets terroristes anti-islamiques. En attendant, il a été inculpé pour possession d'armes. La suite des inondations en Europe centrale, avec dans la banlieue de Prague une nouvelle fuite de chlore dans une des usines chimiques sinistrées par la montée des eaux. Des dizaines de tonnes de chlore liquide se sont déjà déversées la semaine dernière dans les eaux de l'Elbe. Reportage sur place, Christelle Bertrand, Sylvain Dauba. Un petit Tchernobyl. Voilà comment les autorités tchèques qualifient les conséquences des inondations sur le complexe chimique de Spolana. En haut à droite de l'écran, juste derrière les arbres, cette tache jaune atteste d'une fuite de chlore dès le 16 août. Depuis, 80 tonnes de chlore liquide se seraient déversées dans l'Elbe. Le produit toxique s'est propagé dans la campagne environnante. La cheminée de l'usine déchire l'horizon des habitants de toutes les villes construites autour de Spolana. Ici, l'air comme la terre sont imprégnés. C'est vraiment une odeur terrible. Ça sent le produit chimique. Jamais la nature n'a senti aussi mauvais. Dans leur champ de céleri dévasté, Bohuslav et Karel ont du mal à ne pas accuser l'usine. Je suis convaincu que c'est Spolana qui a contaminé les champs, mais je ne peux pas encore le prouver. Nous avons perdu tous nos légumes, toute notre récolte. De l'eau pure n'aurait pas fait de tels dégâts. Pour l'instant, personne n'est venu faire de mesures dans leurs champs. Après les inondations, Bohuslav et Karel pensaient avoir déjà tout perdu. Mais si leur terre est contaminée, ils ont peur qu'on leur interdise de cultiver quoi que ce soit pendant plusieurs années. Spolana inquiète tous les jours un peu plus. Selon certains rapports, 2 bâtiments abandonnés placeraient l'usine au premier rang mondial des sites contaminés par la dioxine. L'eau a pu transporter la dioxine dans les champs. Ce produit très toxique peut aussi, par les cultures, contaminer les hommes. Les résultats des prélèvements ne sont pas encore tous connus. Mais les habitants, en regardant le fleuve, peuvent déjà se rendre compte par eux-mêmes qu'une catastrophe écologique a eu lieu. Tous ces containers échoués là sur la rive de l'Elbe proviennent de l'usine Spolana située à 1 kilomètre en amont. Ils sont juste amarrés aux arbres sans protection ni surveillance. Ici, nous en avons compté 7. Combien d'autres se sont échappés de l'usine? Dans quel état sont-ils et surtout que contiennent-ils? Aujourd'hui en République tchèque, personne n'est capable d'apporter de réponses précises à toutes ces questions. Et puis en Allemagne, les autorités ont eu recours à des explosifs comme à Wörlitz pour remettre en mouvement les eaux stagnantes. Les digues ont volé en éclats pour permettre à l'eau de s'écouler à nouveau dans les rivières.
Le deuxième sommet de la Terre s'ouvrira lundi prochain. Une centaine de chefs d'État sont attendus à Johannesburg, en Afrique du Sud. La ville a été placée sous très haute sécurité. 189 pays représentés, un enjeu considérable, l'avenir de notre planète, et de très nombreuses délégations bien décidées à faire entendre leur voix, au premier rang desquelles les activistes de Greenpeace. Gilles Rabine. Comme prévu, les militants de Greenpeace sont bien décidés à faire de ce sommet de la Terre une tribune antinucléaire. Tôt ce matin, ils ont réussi à déjouer le très important dispositif de sécurité pour occuper le toit de l'unique centrale nucléaire d'Afrique du Sud. Mauvais présage pour les autorités sud-africaines qui doivent montrer qu'elles sont capables d'assurer la sécurité des quelques 100 chefs d'État et de gouvernement attendus à Johannesburg, avec plus de 40 000 délégués venus de 189 pays. La plus grande réunion jamais organisée, un grand spectacle planétaire. Au menu, 2 questions concrètes, l'accès à l'eau potable, plus d'1 milliard d'êtres humains en sont exclus, la gestion des ressources énergétiques de la planète, 1,5 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas l'électricité. Avec en toile de fond de ce sommet qui ne fait pas l'unanimité, 2 objectifs, faire la promotion d'un développement économique qui ne détruirait pas la nature, ce qu'on appelle le développement durable, et réduire de moitié dans les 15 années à venir la pauvreté dans le monde. Objectif très ambitieux, sinon irréaliste, d'autant que l'homme le plus puissant de la planète, le président américain George Bush, a décidé de ne pas venir. Les militants anti-mondialisation et les sans-terre d'Afrique du Sud manifestaient ce soir contre ce sommet, inutile selon eux. La police a utilisé des grenades étourdissantes pour les disperser. Hier soir, le président sud-africain Thabo Mbeki a inauguré le sommet des organisations non gouvernementales, les ONG. Pour lui, avant même l'ouverture officielle et quels que soient les résultats, ce sommet est déjà un succès. Il y a 10 ans, au précédent sommet de Rio de Janeiro, l'apartheid sévissait encore dans son pays et l'Afrique du Sud n'était même pas représentée. En Italie, quelques 200 Kurdes irakiens à bord d'un navire clandestin ont été interceptés la nuit dernière. Ils étaient partis de Turquie et viennent rejoindre le flot de réfugiés qui touche les côtes italiennes ces derniers mois. Fait plutôt inhabituel chez les marins-pêcheurs dans le Finistère, ils se sont engagés à porter un gilet de sauvetage lorsqu'ils partent en mer. Reportage Olivier Sioux, Michel Hiver. Le gilet de sauvetage, c'est un peu la ceinture de sécurité du marin-pêcheur. Alors, comme ici aussi, un petit clic vaut toujours mieux qu'un grand choc, Michel Roudot a fait son choix. Oui, c'est ça. C'est le type de gilet que nous avons trouvé le plus facile à porter au point de vue travail. Très facile à mettre en place. Et au niveau efficacité, lorsqu'il est gonflé, ça tient bien la personne dans l'eau, la tête bien hors de l'eau. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, ces gilets lourds, encombrants, c'est simple, ce n'était même pas la peine d'en parler aux pêcheurs. La sécurité en mer n'était pas trop dans les mentalités, au moins au point de vue vêtements individuels. Tout ce qui était vêtements matériel collectif, là les gars faisaient attention, ou matériel de sécurité obligatoire, type extincteur, fusée, les gars faisaient attention à ça, mais au point de vue individuel, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'utilisation de matériel individuel. Et puis tout a changé il y a quelques mois, lorsque la Société nationale de sauvetage en mer a organisé une démonstration de l'efficacité de ces nouveaux gilets. Les 22 pêcheurs du port de Plouescat ont réagi comme un seul homme et se sont engagés à les porter, histoire de donner l'exemple. Comme quoi, une bonne démonstration vaut toujours mieux qu'un long discours. On a fait des élitreillages à partir de bateaux de pêche et de bateaux de la SNSM. On a également utilisé des radeaux de survie, on a déployé des radeaux de survie, on a fait monter les marins-pêcheurs à bord des bateaux de survie. Opération qu'ils n'avaient jamais pratiquée, si ce n'est en école, peut-être une fois dans leur vie. Car les marins embarqués parfois pour des semaines de pêche finissent souvent par oublier la sécurité. Cette nécessaire prise de conscience, ce sont les femmes qui l'ont menée, surtout auprès de la jeune génération. Ici, le sujet est sensible. Il y a 2 ans, le naufrage Nautica avait fait 2 victimes. 2 jeunes pêcheurs de Plouescat. La solitaire du Figaro avec demain au départ de Riron en Espagne, la 4e et dernière étape, de quoi départager les 8 premiers du classement général. Julien Beaumont, Marine Vincent. Se mettre au vert pour oublier la course. C'est la méthode d'Erwan Tabarly, 5e au classement général. Le neveu d'Éric Tabarly sait que tout va se jouer dans la dernière étape. La classe. On essaye de pas trop y penser et surtout de faire autre chose, de se vider l'esprit. Pratiquer le golf, c'est sympa, c'est plus de l'amusement. Christophe de Pavant n'a pas le temps de s'amuser. Le leader de la solitaire du Figaro est venu constater les dégâts sur son bateau. Ouais. Sa quille a été endommagée lors de la 3e étape. Il a heurté un caillou.
Après plusieurs heures de travail, son bateau peut repartir. Il y avait des arêtes qui pouvaient accrocher des algues, et après, bon, c'est une perte de vitesse énorme. Riron et sa plage façon Deauville, peu de skippers en profitent. Gilda Morvan ne quitte pas son hôtel. Via Internet, il reçoit les dernières cartes météo, une aide interdite en mer. Alors c'est à terre que tous tracent leur route, cap sur Ouessant puis Cherbourg, deux passages délicats. On essaie d'établir un peu tous les scénarios possibles pour les prévoir. Et après, c'est vrai que sur l'eau, on essaie de voir un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est le scénario, il tient lieu et date de ce qui était prévu ou pas du tout? Après 5 jours au port, les bateaux sont réparés, les skippers reposés, les provisions faites. Les 36 concurrents sont prêts à partir, arrivée prévue jeudi. Une nouvelle médaille pour la France qui obtient l'or de kayak monoplace au championnat du monde de slalom à Bourg-Saint-Maurice. Fabien Lefebvre est monté sur la première marche du podium. Et puis en match avancé de la 4e journée de L1, Nantes et Lens ont fait match nul, 2 buts partout. Les Nantais ont inscrit leurs 2 buts en première mi-temps. On voit ici la deuxième signée d'Aroca, le deuxième signé d'Aroca. À la reprise, les Lensois sont revenus à la marque d'abord par Outaka, puis ici par Diop. Le festival de la Chaise-Dieu dans ce haut lieu de la chrétienté du Moyen-Âge, à l'honneur la musique baroque avec des œuvres d'Handel ou de Vivaldi. Bertrand Renard et Philippe Jasselin. Joie et trompette. Ce soir, Reinhard Goebel et ses musiciens ressuscitent un oratorio de fête composé par Zelenka pour le couronnement de Charles VI d'Autriche. Demain, Tristesse et violoncelle. L'oratorio est de Telemann, composé pour les funérailles de Charles VII. Le sentiment musical change, l'effet à produire sur le public reste le même. Ce sont des musiques rares en tout cas, et des œuvres qui ne sont pas données, qui ne reflètent pas exactement l'image qu'on se fait habituellement de l'Allemagne, de la musique allemande. On a tout à fait dans l'oreille la musique protestante. Ça, c'est une musique catholique. Et donc une sensibilité que le ténor retrouve aussi avec ses propres mots. C'est un sentiment d'acrobatisme. Il y a beaucoup de colorature dans cette musique baroque. Et à cette époque-là, comme maintenant on le sait, c'était très rapide et très virtuosiste naturellement. Mais brusquement l'émotion nue. Le couronnement se fait intime. La mort se fait douleur. Sous les voûtes de la Chaise-Dieu, les deux œuvres se rejoignent par une commune beauté. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet. 20h55, Fort Boyard avec Sandrine Dominguez. 0h15, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.